Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish. Zu der Klezmer a geschrei. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous au studio le photographe Vincent Rosenblatt. Bonsoir Vincent. Bonsoir Charles. Vincent Rosenblatt réside depuis une vingtaine d'années à Rio de Janeiro et travaille jour et nuit là-bas à documenter et faire connaître les cultures musicales des favelas. Et vous me corrigerez si je me trompe. Et ces banlieues défavorisées des grandes villes brésiliennes. Au début du XXe siècle, les favelas étaient à l'origine de la musique samba. Et à ce début du XXIe siècle, c'est plutôt le baile funk qui s'y crée et y fait danser. Vincent Rosenblatt, d'abord, pour commencer, comment est-ce que vous avez découvert cette musique et sa culture ? J'étais déjà à Rio depuis quelques années. J'avais un projet dans une favela de Rio où j'avais monté une association, un atelier photographique avec l'idée de changer un peu l'iconographie des favelas où c'est toujours l'action policière, les morts de la dernière... des derniers échanges de coups de feu, enfin jamais un regard de l'intérieur et sur la culture, la très riche culture et du quotidien des favelas. Et donc dans cet atelier, des jeunes, des ados et des jeunes carioca s'emparaient de la photographie et au fil du temps construisaient leur regard et trouvaient leurs histoires à raconter. Et ces photos étaient publiées dans la presse locale, internationale. On a fait des expos en 2005 aux Rencontres d'Arles, l'année du Brésil en France, à Stockholm. Enfin, c'était ma première passion brésilienne. Et à l'époque, je m'intéressais pas tellement au baile funk, mais là où j'habitais, sur une colline, à Santa Teresa, le son du baile de la favela, de la colline d'en face, faisait trembler les murs de la maison où j'habitais. Et j'ai été saisi par le côté cru et véridique des paroles, en plus du rythme complètement envoûtant, hein, des percussions et de la rythmique du baile funk, du funk carioca. Les paroles, tout d'un coup, ébranlaient la bienséance de la ville, le mythe d'une démocratie raciale. C'était que ce soit guerrier, politique, sexuel, pornographique. Tout d'un coup, une vérité de Rio était révélée en paroles, avec une liberté jamais vue dans la chanson brésilienne. Et ça m'a attiré irrésistiblement. Et un beau jour, j'ai débarqué dans un baile et j'ai demandé l'autorisation de pouvoir photographier. Et peut-être pour situer un peu la géographie de ces bailes, à Rio, est-ce que vous pouvez raconter un tout petit peu sur les favelas et qu'est-ce que c'est et comment ça se situe même physiquement par rapport à la ville elle-même? Alors, les favelas commencent au tout début du XXe siècle et avec les grands projets d'urbanisme inspiré du baron Haussmann, le maire de l'époque de Rio, qui était la capitale. On détruit les quartiers populaires insalubres pour faire de grandes avenues, des choses comme ça. Et le peuple commence à résoudre son problème d'habitation en construisant sur les collines. Rio, c'est une des chaînes de collines, de petites montagnes, et puis il y a les plages, et puis un immense espace de l'autre côté de ces chaînes de collines. Et tout d'un coup, donc la favela, c'est l'auto-habitation, c'est l'auto-architecture d'un peuple délaissé auquel l'État ne s'est jamais intéressé. Et puis, ce sont petit à petit comme des villes dans la ville, avec des services, du commerce, chacune une culture et une origine différente. Il y a ceux qui ont... La première favela a été fondée par les soldats de la jeune République brésilienne qui étaient allés mater une révolte de va-nu-pieds dans le nord-est et ils ont eu un mal fou.
d'ailleurs. Et en revenant, on leur a offert de s'installer sur cette colline du Morro de Providencia. Et ils ont cru reconnaître une plante qu'ils avaient vue dans leur bataille dans le nord-est brésilien, la favela. Ils l'ont appelé le Morro da Favela. Et dans la musique et dans le parler carioca, petit à petit, favela devient synonyme de ces collines sur lesquelles on construit des citadelles, hein, maison après maison. Mais il y a aussi des favelas planes dans la zone nord et ouest de Rio, et puis finalement il y en a dans tout le Brésil. Et favela, c'est le synonyme d'une auto-architecture en opposition à la ville urbanisée, planifiée, des classes plus aisées. En d'autres termes, de shtetl, n'est-ce pas? C'est un peu... Oui, sauf que c'est un tiers de la ville, c'est pas une minorité, et en même temps, on passe d'une rue à l'autre, l'espace est extrêmement... chaque quartier est morcelé entre petite classe moyenne et de l'autre côté de la rue, on commence à monter, c'est la favela, et chaque espace appartient à des pouvoirs différents. Il y a une espèce de féodalité comme ça entre milices paramilitaires, factions du trafic, où chaque quartier, ou chaque favela, chaque ensemble de favelas a ses propres règles. Oui, et se définit aussi par rapport au pouvoir régnant autour, j'imagine. Est-ce que, donc, si je dis shtetl en blaguant un peu, c'est aussi pour évoquer, avant qu'on revienne au Brésil, à votre travail de photographe dans les soirées funk, dans toute cette culture musique qui vous a emmené partout au Brésil, ça se passe pas que à Rio. Vous avez eu un parcours assez étonnant dans les années 90, où vous avez passé 7 ans entre la France et la Pologne, mais plutôt en Pologne. Et il y a une interview assez incroyable de vous en 97, je crois, à la télé polonaise, où vous parlez parfaitement polonais. Alors, comment est-ce que... peu de temps ensuite, vous partez, vous allez au Brésil. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le pont entre votre odyssée en Pologne et puis sa suite au Brésil? D'abord, qu'est-ce que vous faisiez et pourquoi vous vous êtes intéressé à la Pologne autant? Alors à l'époque, j'étais aussi étudiant en histoire et anthropologie, et j'avais, à la suite de mon père qui avait retrouvé ses parents adoptifs en 84 dans un petit village polonais, lui enfant caché pendant la guerre, et qui n'a retrouvé sa maman qu'un peu après. Et puis, en plein état de siège en Pologne, il y a 35 ans, mon père s'est décidé à retrouver sa famille adoptive et son histoire, ses premières années polonaises. Et ensuite, il les a retrouvés, et ensuite, il a amené ses enfants. Donc, adolescent, tout d'un coup, j'ai vu la campagne polonaise encore à l'époque communiste. Et puis, il a fini ce cycle en 89 en déposant un cénotaphe pour son père biologique, qu'il n'a pas connu, mais qui a été fusillé le jour où ses parents ont été trouvés. Et dans le petit cimetière juif de Dulcza-Mała, près de la petite ville de Radomyśl Wielki, qui est elle-même dans la région de Tarnów, au sud de Cracovie. Voilà. Et moi, entre-temps, déjà depuis quelques années, je photographiais, et la photographie prenait de plus en plus d'espace. Et je me suis pointé d'abord dans ce village, et j'ai commencé à photographier les gens de la génération de mes grands-parents. Et puis petit à petit, j'ai commencé à aller plus loin, le long des frontières sud-est et nord-est de la Pologne, parfois avec des tuyautés par des ethnographes polonais. Et c'était une espèce de voyage
un peu initiatique, un peu à la recherche de gens qui auraient pu être des voisins imaginaires ou si l'histoire avait été différente. Et en même temps, en cherchant aussi les survivants d'autres minorités, que ce soit des Lituaniens, des Lemkoviers, qui étaient un peuple slave de langue plutôt ukrainienne, les Tziganes, qui vivent dans les montagnes, dans les Carpates, enfin. Je débarquais dans des petits villages, je voyais, je frappais aux portes et je voyais s'il y avait des gens qui m'intéressaient et souvent ils m'hébergeaient. Et c'était un drôle de photo parce que c'était en noir et blanc principalement. C'était des portraits assez posés de gens âgés alors que moi j'étais très jeune. Et petit à petit, voyage après voyage, fragment après fragment, le travail prenait forme et ça a donné une exposition au musée ethnographique de Tarnouf. Et puis la plupart des paysans et des gens que j'avais photographiés ont pris le train et sont venus voir et ont témoigné devant leurs photos. Cette émission de la télé polonaise, il raconte aussi qu'est-ce que ce Français qui débarquait chez eux. Enfin, c'est un échange vraiment intéressant. Et ce travail m'a mené en Sibérie, à Irkoutsk, où j'ai passé aussi 3 mois, grâce à l'agence Sipa Press à l'époque. La presse allait beaucoup mieux et Sipa, le patron, envoyait de jeunes photographes un peu partout dans le monde faire ce qu'ils voulaient, avec un peu d'argent de poche, un billet d'avion, des dizaines de rouleaux de films. Et Irkoutsk m'avait intéressé parce que c'était un peu comme la New York de la Russie, où tous les exilés avaient été envoyés, toutes les minorités, tous les révoltés. Donc c'est une ville avec 20 nationalités. Et en revenant, mon dossier avait été accepté à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et en arrivant aux Beaux-Arts, je suis tombé sur Leslie Hamilton, qui avait créé l'atelier d'expression photographique et emmené, quelques années avant, avait ouvert un espace pour la photographie à l'École des Beaux-Arts. Et à l'époque, la photographie n'était pas considérée comme faisant partie des Beaux-Arts. Mais j'ai été accepté sur le travail que j'avais déjà fait, notamment en Pologne. Mais Leslie m'a détourné et me provoquait à ne pas déclencher mon envie de photographie en faisant 2000 km, mais plutôt autour de moi. Et cette école nationale supérieure des beaux-arts, une école publique, on est extrêmement gâtés puisque les ateliers voyagent, mais les élèves aussi peuvent avoir des bourses d'échange pour un peu partout dans le monde. Et je crois que j'étais tombé sur un festival de cinéma brésilien, et puis j'avais commencé à lire quelques bouquins, et puis à l'époque je faisais des photos aussi industrielles, mais avec un côté un peu inspiré par la science-fiction, de vie, d'une espèce de... la vie de choses inanimées, mais enfin c'était très différent déjà de ce que je faisais en Pologne, et je pensais que dans les mines et dans l'industrie brésilienne, je pourrais continuer ce travail que j'avais fait en Allemagne, en Belgique, en France aussi un peu. Et donc, voilà, c'est parti en échange d'abord à São Paulo, puis j'ai connu Rio et j'ai un peu sillonné le nord et le nord-est du Brésil en bus. Et cet échange qui devait durer 3 mois a duré 9 mois. Je suis revenu qu'au bout de 9 mois. Et le jour où je suis parti, j'ai gagné un billet d'avion à l'aéroport de São Paulo puisque l'avion était surbooké et on offrait des miles. Et du coup, c'était un signe pour revenir au Brésil. Donc, le conseil de votre de chef d'atelier aux Beaux-Arts, c'était de ne pas voyager 2000 km. Vous avez pris l'occasion de voyager 5000, n'est-ce pas? Ou 9000. Ou 9000. Non, plutôt 9000. Mais en même temps, justement, vous vous installez au Brésil et votre travail devient en fait autour de vous, n'est-ce pas? C'est tout votre travail dans la musique brésilienne et la culture des favelas. Il me semble que vous avez aussi un atelier photographique à Rio, où, si j'ai bien compris, vous formez également de jeunes photographes. C'était de 2002 à 2008.
Mais l'idée de Leslie, c'était de ne pas de ne pas m'enfermer en étant un espèce dans cet espace mental littéraire ou photographique d'Europe centrale, de ne pas me cantonner à cette histoire en lien avec une histoire familiale, et d'ouvrir d'autres horizons. Ça, je pense que c'est un conseil que pouvait se faire répéter de nos jours aussi, quand il y a tellement d'autofiction, tellement d'histoires où on se raconte la vie de nos pères, de nos grands-parents, etc. Il y a tellement d'art qui est concentré autour de ça et qui est financé également pour ce genre de choses. Mais c'est toujours intéressant, enfin, personnellement, je trouve, de se lancer dans un milieu qu'on ne connaît pas et qui ne nous appartient pas officiellement, avec guillemets. Parce que c'est possible. Comme on dit souvent ici sur Yiddishheit, le Yiddish, par exemple, en Yiddish, ça veut dire juif. Mais cette langue n'appartient pas aux juifs. Et les langues n'appartiennent à personne. En réalité, la preuve, c'est que chacun peut apprendre n'importe quelle langue. C'est une preuve. Donc, avant maintenant de revenir à cette arrivée au Brésil, au début de votre travail là-bas, écoutons peut-être un petit morceau du funk pour avoir une idée de ce que ça donne. Donc ça, c'est un morceau plutôt instrumental, il n'y a pas beaucoup de paroles, mais qui fait danser et qui justement qui contient aussi ce va-et-vient entre les rythmes traditionnels, disons, du Brésil, du samba et du yoruba, et le funk, la musique qui fait danser les jeunes à Rio. Donc, Treinamento do Bum Bum de O Mandrake. Oui. É o treinamento do bumbum. Joga pro alto, mulher. Joga pro alto, mulher. Joga pro alto, mulher. Joga pro alto, mulher. Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no. Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no. Bate o pezinho tremendo, bum 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 bum. Bate o pezinho tremendo, bum 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 bum. Bate o pezinho tremendo, bum 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 bum. Agora mulheres na parte 1. Agora mulheres na parte 2. É o treinamento do bumbum. Joga pro alto, mulher. Eu quero. Joga pro alto, mulher. Eu quero. Joga pro alto, mulher. Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no. Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Bate pezinho tremendo, bum 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 bum. Bate pezinho tremendo, bum 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 bum. Bate pezinho tremendo, bum 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 bum. Agora mulheres na parte 1. Agora mulheres na parte 2. É o treinamento do bumbum. Joga pro alto, mulher. Eu quero. Joga pro alto, mulher. Eu quero. Joga pro alto, mulher. Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no. Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Toma no, toma no, toma no, toma no. Toma no, toma no, toma no, toma no. Toma no, toma no, toma no, toma no. C'était treinamento do bumbum que Vincent vient de m'informer, veut dire entraînement des fesses. Oui, parce que le funk carioca dansé par les femmes, c'est un peu comme le twerk, une autre musique de la diaspora
afro-atlantique, qui est de New Orleans. Et donc, il y a une maîtrise des muscles du bassin et des fesses extrêmement travaillée. Et on suit, les danseuses suivent exactement la percussion, le rythme, le point rythmique. Et voilà, donc cette chanson-là, cette musique-là, elle est pleine d'instructions et le rythme accélère où les danseurs de funk savent exactement quoi faire avec ça. Hein, Vous écoutez Yiddish Heint sur RCJ. On est ici, je rappelle, avec Vincent Rosenblatt, photographe qui travaille et vit à Rio et au Brésil. Et on parle justement de cette musique de funk. Et avant de poursuivre notre conversation et découvrir son arrivée au Brésil, quelques petites annonces de la Maison de la Culture Yiddish pour notre programmation du mois en cours. Je vous invite à regarder comme toujours le programme en ligne, programme.yiddish.paris. Il y a pas mal d'événements intéressants et notamment l'ouverture de la saison Yehoyesh, le traducteur de la Bible vers le Yiddish. Ce mois-ci, il y aura une journée de porte ouverte le 12 novembre par exemple et beaucoup d'autres événements et conférences intéressantes sur le site. De retour à nous. Donc, vous venez de nous décrire le cheminement et le biais magique qui vous a ramené au Brésil. Et ça, c'est en quelle année? Ce premier séjour d'échange des Beaux-Arts, c'était en 99-2000. Je suis retourné en 2001 après avoir passé mon diplôme. Et en 2002, j'ai gagné une résidence d'artiste du consulat de France à Rio. Pendant lequel j'ai créé cet atelier qui a duré finalement 6 ans et qui m'a fait rester au Brésil. Et pendant ces années de passion pour les regards des favelas, Olhares do Morro, ce projet, j'ai eu cette rencontre avec la culture du baile funk, du funk carioca, qui tout d'un coup, j'ai eu une espèce d'épiphanie quand je suis entré dans ce premier baile en voyant la transe, la catharsis collective et la puissance en fait de cette culture créée par les cariocas des favelas et des banlieues. Je me dis oh là là, mais ça va m'occuper pour longtemps. C'est tellement fort, tellement évident comme beauté en fait à documenter. Et c'était la chose, c'était une révélation. C'était cette musique et cette culture qui souffre tellement de préjugés, de répression policière, qui a suscité un sans nombre de lois aux assemblées de l'État de Rio pour interdire les fêtes, était une des choses les plus belles et originales que j'ai jamais vues. Et de bail en bail, la photographie était aussi quelque chose de très délicat. D'abord dans les favelas, puisqu'il y a la présence des armes, de la drogue. Et à force d'être mal vus, les funkeros avaient assumé un espace de non-représentation, comme si c'était quelque chose qu'il ne fallait surtout pas montrer. Et quelle place pour la photographie dans un lieu stigmatisé, dans un lieu où la violence d'État tend à détruire cette culture. Et donc, dès le début, en fait, j'offrais mes photos aux artistes, aux danseurs, aux MC, aux DJ, aux producteurs. Mais eux aussi m'ont adopté en quelque sorte. À l'époque, c'était le tout début des réseaux sociaux. Il n'y avait pas encore Instagram, Facebook, mais il y avait Orkut, un pré-réseau social d'origine turque, mais qui a un succès fou au Brésil avec des millions d'utilisateurs. Et chaque baile de chaque favela ou de chaque club de banlieue avait sa page, mais il n'y avait pas de photos. Et certains DJ, en me voyant arriver dans leur baile, ou en voyant les photos que d'autres avaient reçues de moi, ont commencé à me trouver sur Messenger, via Orkut, et à m'inviter dans leur favela, dans leur club, pour que je vienne voir leur baile, et que je produise pour eux des images.
Et eux, ces artistes des favelas, du funk, prenaient le risque de me présenter au pouvoir local, soit trafiquants, miliciens, paramilitaires et autres, en disant non, ce gars, on peut lui faire confiance, parce qu'effectivement, je ne photographie pas les armes, la drogue qui sont là, indépendamment de la fête. Hein. Et donc ces gens risquaient leur vie quelque part pour qu'il puisse y avoir des images. Et finalement, c'était comme une espèce d'effet de boule de neige où je me faisais de plus en plus de contacts, d'amis. Je me retrouvais embarqué dans les voitures des danseurs, des groupes de danseurs et chanteurs et MC qui allaient de bail en bail, de favela en favela au long des nuits, dans une espèce de road movie comme ça. On courait d'un show à l'autre, d'un spectacle à l'autre, et c'était en même temps une découverte de la géographie profonde de Rio, où chaque bail me permettait d'entrer dans une favela, dans une banlieue différente, et d'être actif dans une ville extrêmement morcelée territorialement, ou entre ces quartiers, et d'aller et de découvrir un peu le climat et l'ambiance et les particularités de danse et de fête de chaque quartier. Et il y a une richesse incroyable, hein, même en temps de répression et d'interdiction progressive des bails. Et donc, dans cet échange permanent avec les artistes du funk carioca, ces invitations constamment renouvelées ont fait que, jusqu'à aujourd'hui, 15 ans, 17 ans plus tard, j'y suis encore. Et puis, la plupart, finalement, des bails et des fêtes que j'ai photographiées n'existent plus. Le funk renaît de lieu en lieu au fil des interdictions et des invasions policières, etc. Voilà, donc ça a été un de mes grands chantiers de carioca, et ces mêmes DJ de funk m'ont invité, un m'a appelé un jour, il me dit « Est-ce que tu me fais confiance ?» Je dis « Bah oui, après tout ce qu'on a vécu, où moi je débarque avec un appareil photo dans des favelas au milieu des gangs armés, de dizaines de fusils et d'armes de guerre, bien sûr, je te fais confiance. » Et alors, c'était pour me montrer cet autre carnaval. Je ne savais même pas qu'il existait des bachibol, ces groupes et gangs de clowns, ce qui représente, je ne sais pas, 30 000 personnes, mais c'est un espèce de carnaval incontrôlé, contrairement au carnaval des écoles de samba, hein, où tout d'un coup, les rues des favelas et des quartiers nord et ouest sont réenchantées pendant les 3-4 jours de carnaval par la sortie de ces groupes de clowns post-modernes, qui est l'art en fait des habitants, hein, qui correspond au désir d'art des habitants. Et ces clowns, on peut les voir, vous les avez photographiés, on peut les voir aussi sur votre site. Et vous avez récemment publié un livre sur les baile funk aux éditions LP au Brésil, qui est paru également en France. Il y a quelques mois, vous avez en cours la production d'un livre sur les clowns et la technobrega. Également, voilà. N'est-ce pas? Mais ce qui m'a frappé aussi, en fait dans vos photos, vous venez d'évoquer le fait que vous ne filmez jamais les armes et que vous avez établi cette confiance avec les funkeiros. Mais c'est vrai, en fait, qu'il y a très peu, il n'y a pas du tout d'images chez vous des favelas elles-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas cette photographie de la misère aussi, de filmer, disons, de manière de rendre beau la vie quotidienne et misérable des plus démunis au Brésil. Ça n'existe pas du tout chez vous. C'est vraiment, vous avez des séries de photos sur des sujets très bien défini et qui incarne tout un monde à part, il semble. C'est-à-dire un monde, vous créez un monde total dans chacun de ces projets de photographie. Est-ce que la pauvreté et la misère, ils sont là aussi, mais ce sont des cultures tellement riches et c'est des moments de puissance, d'affirmation, de magnificence, de beauté, de danse, d'énergie. Et je pense que ce sont les moments et les espaces où la richesse et
Et c'est sur ça, mon travail, il est sur ça. Et justement, les favelas sont souvent associés au crime, à la drogue, la misère, et comme des lieux de carence, d'absence. Alors que ce sont des lieux de création aussi, au fil des générations, de tout ce que le Brésil a pu donner au monde, de culture, que ce soit la culture afro-brésilienne ou la culture des peuples indigènes. C'est ce que le Brésil recycle et offre à offrir au monde. Donc ce sont les auteurs, ce sont les artistes, ce sont les créateurs. Et c'est ça qui m'intéresse. Hein. D'autres pourront montrer des aspects diurnes, documentaires, rudes, dont on est déjà à peu près au courant en fait. Mais cette richesse de création et d'énergie vitale et de révolte de cette jeunesse qui a risqué sa vie pour vivre aussi sa culture et sa musique, c'est ça qui m'intéresse. Et là, effectivement, il n'y a pas de... Je ne vois pas il n'y a pas de misère, c'est le contraire, c'est l'abondance. Oui, oui. Et en plus, vous avez toute une série de photos sur le sound system, les caisses de son qui sont gigantesques, qui sont Oui. les machines de son qui produisent, qui font danser dans les fêtes, c'est plus grand que toute boîte européenne. Oui. Mais comment par ailleurs vous expliquez ça que, par exemple, chez les technobrega, il y a, ou est-ce que je me trompe, il y a à Belém, Oui. votre série sur les espèces de mascottes des boîtes. Comment est-ce que ça s'appelle? Les appareillages, les appareils ou les machines. Alors, Belém, on est à presque 4000 km au nord de Rio. C'est un autre chantier au long cours qui un jour donnera, j'espère, aussi un livre. Entre Rio et Belém, et jusqu'à Londres, en passant par la Jamaïque et par New York, il y a un arc de la diaspora afro-atlantique avec ses musiques urbaines, où le sound system, hein, le système de son est la base. Et quand on écoute du funk comme ça à la radio ou chez soi, c'est comme écouter un opéra sur un CD. Tout à fait. On n'a pas le dispositif. On n'a pas le dispositif technique ni culturel, humain qui va autour. Hein, du bail comme événement de civilisation en soi, à vivre. Et donc quand je tombe sur le baile funk carioca, je pense au sound system jamaïcain. Je vois qu'il y a j'en ai vu aussi au carnaval de Londres, des Jamaïcains de Londres, Notting Hill Gate et tout ça. Donc il y a depuis les années 80-90, il y a ce dispositif du sound system où ce sont les graves qui sont les plus favorisés et le grave et les basses nous atteignent dans le corps comme des battements de cœur, on tremble. Le bon sound system fait presque trembler une chemise sans qu'on la touche. Enfin, il y a une onde sonore, on est traversé par des ondes rythmiques et sonores qui prennent possession des corps qui sont présents. Hein, on en sort un peu sourd aussi pour 24 heures après. Mais, et alors, en 2007-2008, pardon. Non, je voulais arriver à Belém. Oui, pardon. Mais tu veux... Allez-y. Et donc, en voyant aussi les préjugés contre les bailes funk, comment la presse et les lois et la police tombaient sur les bailes de Rio, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre espace similaire, périphérique, dans une des capitales de l'Amazonie. Et ce sont des machines un peu totémiques. Les tables des DJ ont évolué depuis les années 60 du XXe siècle. Hein, le son a commencé à être incarné par ces machines, dont le design est extrêmement raffiné. Et contrairement au funk de Rio, il n'y a jamais eu de répression. Juste des préjugés, juste un mépris des élites locales pour la culture de leur peuple périphérique. Et les forains et les DJ de Belém apportaient la fête en bateau ou en camion dans les villages, dans les petites villes de l'intérieur de la forêt amazonienne ou du littoral des rivières, et montaient leur sound system et
et leurs appareillages, qui sont les tables des DJ, mais qui prennent des proportions gigantesques. Par exemple, le crocodile, sa dernière incarnation fait 12 mètres de long. Et ce sont des machines animées où tout d'un coup, elles sont surélevées par hydraulique. Les gueules de ces tigres, crocodiles, buffles s'ouvrent, fument, lancent des fumigènes, des feux d'artifice. Donc il y a une espèce d'incarnation, de représentation du son, aussi à la recherche d'une espèce de catharsis de son et lumière, d'effets son et lumière, et aussi une richesse, puisque ces machines coûtent extrêmement cher, mais elles sont utilisées presque tous les jours, démontées, remontées à dos d'homme, d'équipes immenses qui les assemblent et les démontent de fête en fête, sur des centaines de kilomètres, des banlieues de Belém jusqu'à l'intérieur des États voisins du Maranhão et de l'Amapá, et d'une richesse que même le sud du Brésil ou que les États-Unis, la Jamaïque n'ont jamais vue. C'est vraiment la version locale, avec parfois une cosmogonie d'inspiration indigène, de ces fêtes. C'est l'espace du hip-hop, l'espace culturel du hip-hop et du baile funk de Rio. À Belém, en Amazonie, c'est le technobrega, le technomerdi, et encore une autre culture unique que le Brésil a à offrir. Puisqu'on n'a pas justement le sound system approprié pour écouter les basses et les graves impressionnants du funk et du technobrega, écoutons maintenant un morceau où il y a beaucoup de paroles, des paroles très intéressantes, très politisées, y compris par rapport à son placement face à l'ordre, aux lois. Par exemple, le vers « Nós somos fora da lei, porque a lei quem vas é nós ». Peut-être que j'ai mal prononcé, mais nous ne sommes pas dehors la loi, parce que la loi nous le rend, nous le fait. Cette piste s'appelle Na Faixa de Gaza, dans la bande de Gaza, où les artistes de favela de Rio, je crois que cet artiste MC Aurelia, alors oui, et ils évoquent donc ce qui se passe à Gaza. Non. Ah, ok. Mais écoutons la chanson d'abord et ensuite on en parlera. Donc, Na Faixa de Gaza, MC Aurelia. Na faixa de Gaza, só homem bomba, na guerra é tudo ou nada. Várias titânio no pente, colete à prova de bala. Nós desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no 12. Se eu tô de rolé, 600 bolado, perfume importado, pistola no couro. Mulher, ouro e poder, lutando que se conquista. Nós não precisa de crédito, nós paga tudo à vista. É Eco, Lacoste, é peça da Oakley. Várias camisas de time, quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime. Nós planta humildade pra colher poder, a recompensa vem logo após. Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós. Nós é o certo pelo certo, não aceita a covardia. Não é qualquer um que chega e ganha moral de cria. Consideração se tem pra quem age na pureza, pra quem tá mandado o papo é reto. Bota as peças na mesa, quantos amigos eu vi e morar com Deus no céu sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel. Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim. Comando vermelho, RL até o fim. É vermelhão desde pequenininho, só menor bolado nas favelas do baixinho. Não dá, não dá, não dá não, por isso eu mando assim. Comando vermelho, RL até o fim. É vermelhão desde pequenininho, só menor bolado nas favelas do baixinho. Nós tá que tá, hein, caralho. Na faixa de Gaza, só homem bomba, na guerra é tudo ou nada. Várias titânio no pente, colete à prova de bala. Nós desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no 12. Se eu tô de rolé, 600 bolado, perfume importado, pistola no couro. Mulher, ouro e poder, lutando que se conquista. Nós não precisa de crédito, nós paga tudo à vista. É Eco, Lacoste, é peça da Oakley. Várias camisas de time, quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime. Nós planta
humildade pra colher poder. A recompensa vem logo após. Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós. Nós é o certo pelo certo, não aceita covardia. Não é qualquer um que chega e ganha moral de cria. Consideração se tem pra quem age na pureza. Pra quem tá mandado o papo é reto, bota as peças na mesa. Quantos amigos eu vi e morar com Deus no céu, sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel. Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar assim. Comando vermelho, RL até o fim. É vermelhão, desde pequenininho. Só menor bolado nas favelas do baixinho. Não dá, não dá, não dá não. Por isso eu mando assim. Comando vermelho, RL até o fim. Vous écoutez Yiddish Heint sur RCJ, avec nous au studio Vincent Rosenblatt. Et là, on vient d'écouter le morceau Na Faixa de Gaza dans la bande de Gaza. Et Vincent, il m'informe qu'il ne s'agit pas du tout de la bande de Gaza en Palestine, mais... Ce sont les zones de conflit dans la ville de Rio. C'est un funk prohibidão, c'est un funk interdit. On a écouté de MC Aurelia, qui est un poète du Commando Vermelho, inspiré par ce qu'il a vu dans son enfance, dans les favelas dominées par une des plus grandes factions de Rio, le Commando Vermelho, qui a inspiré une sous-culture. C'est dansant, c'est entraînant. En même temps, ça raconte ce que c'est qu'être un jeune révolté dans une favela de Rio. Et donc les faixas de Gaza, il y en a plusieurs, des bandes de Gaza, il y en a plusieurs à Rio. Ce sont les zones où d'un côté de la rue, on va voir une favela dominée par une faction et l'autre dominée par l'autre faction ou par les milices. Et elles seront en guerre, elles tenteront de s'envahir l'une l'autre. Et c'est un peu comme la façon dont l'actualité ou l'histoire du monde a un écho à Rio. C'est que ces zones de conflit permanent où les gens meurent, on les appelle les faixas de Gaza, les bandes de Gaza. Et chaque favela, pour se référer à parler de l'ennemi, dira souvent, et on l'aura aussi dans les musiques, c'est l'allemand. Les Allemands. Les Allemands sont les ennemis. Voilà. Et les Allemands sont les favelas d'un côté. Voilà, exactement. Donc, ce sont les faux amis ou les pièges de Rio. Mais je t'ai envoyé cette musique j'étais à peu près sûr que dans la liste, elle te ferait tiquer ou rebondir, et c'était l'occasion d'en parler. Mais ça aussi, j'ai choisi les morceaux en fonction, en effet, de ceux qui... Parce que c'est... Par ailleurs, nos auditeurs, on va mettre sur le site de l'émission, on va mettre toute la liste des sons que Vincent nous a envoyés pour que vous puissiez les écouter chez vous. C'est conseillé d'avoir de bonnes enceintes, quoi, parce que sinon... Il faut pousser les graves, les basses. Il faut pousser les basses, ouais, augmenter les graves. Et... Donc maintenant, Vincent, vous êtes en visite ici à Paris. Votre livre est apparu il y a au mois de mai-juin et vous avez fait une expo ici à Paris pour... en juin, oui, à la galerie du Passage, Pierre Passebon. Et qu'est-ce que vous préparez par la suite, par exemple ? Et ben là, je prépare mon deuxième livre. Je suis complètement sur le livre des Bachibol, de ce carnaval secret de Rio. Et j'espère pouvoir l'amener aussi à Paris l'année prochaine. Et je m'apprête aussi à reprendre mon chantier amazonien autour de la Technobrega. Voilà, il y a une espèce de art-hôtel complexe culturel à São Paulo, la Cidade de Matarazzo, à la capitale économique du Brésil, où Jean Nouvel et Philippe Stark ont construit une tour de forêt atlantique, enfin un lieu d'une extrême beauté. Et à chaque étage, il y a des artistes brésiliens. Et j'ai la chance d'inaugurer aussi le mois prochain, en décembre, un étage avec des photos géantes, des bachibola, de ces clowns postmodernes du carnaval des favelas de Rio, de 2 mètres de haut, enfin 10 photos géantes. Voilà, c'est mon actualité immédiate, les chantiers du moment. Est-ce qu'il y aura un retour d'une manière ou une autre à la Pologne ? Et pas forcément concrètement, je vous pose cette question un peu... je pense que je sais la réponse, c'est-à-dire pas concrètement en Pologne, mais par là, je voulais demander, est-ce que vous, dans votre imaginaire artistique, vous faites parfois des liens
entre ce que vous avez fait en Pologne il y a 25 ans et ce que vous êtes en train de faire actuellement au Brésil? Parce que j'aimerais aussi signaler que les travaux de la Pologne, c'est plutôt en noir et blanc. Oui. Et justement, c'est à la recherche d'une histoire en particulier ou d'essayer de donner une intrigue, un récit à une suite de travaux visuels. Tandis qu'au Brésil, il me semble que c'est plutôt, comme on a dit tout à l'heure, que c'est les images qui sont en pleine couleur, il faut le dire, qui, par les résonances entre les images et les couleurs et les formes, créent le monde dans lequel on ne peut pas... C'est-à-dire, on pénètre dans ce monde par le visuel qui évoque le son, enfin, comment est-ce qu'on photographie le son, etc. Mais donc, deux démarches plutôt différentes, mais est-ce que vous y voyez des liens aussi, des ponts? J'y pense parfois. Je me demande si le fait que, en arrivant à Rio, ce soit du côté des favelas et des opprimés et de ceux qui subissent la violence létale d'une police qui tue énormément, qui essaye d'asphyxier toute une culture, tu vois, c'est inconsciemment ou pas, ou est-ce que j'ai la même préoccupation aussi de la réception des images. Hein, les paysans de l'Est polonais et les tziganes que j'ai photographiés devaient approuver leurs photos, devaient s'identifier. Et dans les favelas, dans les bailes, je suis parfois allé avec un projecteur et sur un mur au milieu du bail, je faisais passer les dizaines, les centaines de photos pour montrer à cette jeunesse funkère, du funk, mon travail et avoir leur feedback et leur regard sur leur travail. Donc peut-être une des caractéristiques, c'est quelle photographie, une photographie qui est acceptée ou qui valorise aussi qui est photographié et qui retourne aussi. Hein, le livre du baile funk, je le distribue aussi dans les favelas, dans les bibliothèques, à tous les protagonistes qui m'ont aidé ou qui ont été photographiés. Donc j'ai toujours eu ce lien avec les personnes que je photographie et d'être dans le temps long de travaux qui durent des années, sans savoir quand est-ce que ça s'arrêtera, puisque je continue, mais il doit y avoir une logique ou des forces inconscientes qui m'amènent d'une chose à l'autre. Mais peut-être que c'est aussi le désir de construire une communauté ou de participer à la construction d'une communauté, parce que en faisant ces images, et puis c'est pas comme si vous prenez des clichés, ensuite vous foutez le camp et vous les exposez à Paris ou à Londres, mais ce sont des images qui circulent et recirculent et par la force d'exister aussi créent une partie de la communauté. Comme vous avez dit tout à l'heure, au début, quand vous êtes arrivé sur la scène des Funkeiros, il n'y avait pas d'image. Donc vous faites partie aussi de la construction de cette scène en images, enfin la construction visuelle de ce que c'est. D'une partie de la mémoire visuelle. Oui. Et puis aussi ces questions de nationalité, qu'est-ce que c'est, de minorité, d'altérité. Puisqu'en Pologne, je cherchais des profils plus ou moins consciemment particuliers, en cherchant les miettes de ce qui restait des pluralités de nationalités proto-modernes, avant des États purifiés ethniquement. Et au Brésil, il y a cette superposition et cette richesse d'identité dans un des mêmes espaces géographiques. Peut-être que c'est ça aussi. Il y a plusieurs Brésils dans la même ville. Bien sûr, sur un espace continental, il y a une variation énorme culturelle, et chaque capitale du Brésil a sa périphérie qui crée une culture différente. Mais entre les favelas et l'asphalte, c'est la ville formelle, en opposition à la favela, entre le Brésil, la ville formelle et sa favela, et ces patchwork et cette coexistence de cultures assez différentes, mais qui communiquent et vivent ensemble. Peut-être que c'est par là aussi que ça peut résonner. Passionnant. Vincent Rosenblatt, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir.
Et on va vous laisser, nos chers éditeurs, avec un autre morceau de musique que j'introduirai tout à l'heure. Je vous rappelle avant tout de regarder notre programme de la Maison de la Culture Yiddish en ligne, programme.yiddish.paris. Et il y a pas mal d'événements qui se passent ce mois-ci, y compris aussi un atelier de fiction radiophonique que moi j'animerai. Vous pourriez vous inscrire, il y a encore le temps, qui aura lieu le 11 et 12 novembre. Et pour revenir donc maintenant au dernier morceau de musique avec lequel on vous laissera, c'est pas du tout du Brésil, c'est un morceau polonais, pour revenir à la Pologne, de Mr. D, qui s'appelle Chleb, ou Le Pain. Mr. D, c'est le nom de plume d'une jeune écrivain, Dorota Masłowska, qui, elle, justement, c'est une manière aussi de voir comment, comme cette culture qu'on évoque au Brésil, comme Vincent a dit, fournit une culture populaire qui fournit toute la culture à exporter du Brésil, enfin qui construit en fait la culture nationale. Et Dorota Masłowska, il me semble, elle est dans une démarche semblable de ramener la culture populaire et la littérature des élites, disons, et en fabriquer quelque chose d'autre. Donc, merci encore Vincent. Et merci, je vous laisse, Charles, nos auditeurs, avec Chleb de Mr. D. Tego dnia miałam rozbierać choinkę, ale powiedziałam matce, że pójdę pierw po chleb na kolację. Co nie pójdę do Żabki, nie ma tam kolejki. Może daleko, ale dają te naklejki. Za 500 dostajesz maskotkę, bynajmniej dla mnie. Są one mega słodkie, jak wychodzę, on jak zawsze siedzi na ławce z Tigerem i się na mnie patrzy. Ja idę, on się patrzy. Ja idę, on się patrzy. Ja idę, on się patrzy. Zatrzymuje się cała ulica, gdy on mnie co mam w tej siatce pyta. Ja mówię, że nie wiem, że w ogóle co go to. Język mi się plącze, nogi się pode mną gną. On mówi, że jego stara chleba nie kupuje, tylko piecze sama. Kiedyś ciągle najebana, teraz uśmiech ma na twarzy. Chleb se wypieka, o śmierci już nie marzy. O śmierci już nie marzy. On łapie mnie za rękę, tak dziwnie na mnie patrzy. Podchodzi tak blisko, dotyka mojej twarzy. Rękę moją ściska, od potu śliską, jego oddech parzy. Tak się składa, że dziś stara w ciężkim stanie zlądowała na Ojomie, raczej trochę tam zostanie. Tomografia dobrze jej nie wróży, a maszyna do chleba dobra się kurzy. Ja bynajmniej bym odsprzedał ci ją tanio, dodał gratis nakładkę i książkę z przepisami. Piekłabyś se chleb, no i w ogóle byś nie musiała do tej Żabki już tak łazić ciągle. C'était Chleb de Mr. D. Vous avez écouté Yiddish Heint ici sur RCJ. J'avais au studio avec nous ce soir Vincent Rosenblatt. Je vous rappelle aussi que son livre Rio Baile Funk, paru aux éditions LP Press, est disponible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Daniel, notre technicien. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à bientôt.